Bonsoir, merci à tous d'être venus aussi nombreux ce lundi soir. 6 mois presque jour pour jour, on avait refait ici une des meilleures rencontres que j'ai faites depuis ma présence à la librairie, qui était avec un autre historien américain, Todd Shepard, et qui nous avait parlé pas mal de vous en Il nous était disant... mon étudiant. Oui, voilà, c'est ce qu'il nous disait. Et à quel point vous aviez été importante pour lui. Et voilà, si on m'avait dit 6 mois plus tard que je serais là avec vous, je n'aurais pas cru. Mais voilà, je suis très heureux que vous ayez accepté l'invitation. Je voulais vous remercier. Je voulais remercier aussi les éditions Amsterdam d'avoir rendu ça si facile et aussi d'avoir traduit ce livre qui était en fait écrit, Joanne va vous en parler, mais il y a 10 ans déjà, et qu'aucun éditeur n'avait voulu traduire avant, et qui est bien sûr très 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 important. On va développer ça tout au long de la soirée. Donc, elle va d'abord vous présenter un petit peu l'ouvrage, le moment où il a été écrit, ce qui a pu évoluer depuis. Moi j'aurai quelques questions, mais vous pouvez bien sûr intervenir à n'importe quel moment si vous avez des questions, des remarques. Voilà, levez la main, tout simplement. Merci. Je suis toujours inquiète de parler, de parler mais de parler en français surtout. J'ai quelque chose que j'ai écrit. Enfin, j'ai sélectionné quelque chose de la traduction, une traduction que Joël a très bien fait. Et c'est de la préface de la traduction de la politique du voile. J'ai écrit le livre, le livre est sorti en 2007, donc il a fallu 10 ans de le traduire en français. Et on m'a demandé ce matin à la grande table pourquoi les éditeurs n'ont pas sorti ce livre avant. À l'époque, on m'a dit que c'était une question il y avait trop de livres sur le voile. Et moi, je n'étais pas convaincue par ça parce que je pense que j'avais dit autre chose que les choses qui étaient dans ces autres livres. Nicolas a dit que c'était peut-être à un côté trop radical pour quelques éditeurs et à l'autre côté moins assez radical, pas assez radical pour les autres. Alors, maintenant, il s'est passé beaucoup de choses depuis la parution de ce livre aux États-Unis. Et moi, je pense que le livre est encore pertinent. Donc, les choses que j'analyse dans le livre, la question de racisme, de la laïcité, la question de l'individualité, de genre et de sexe, sont assez pertinentes aujourd'hui qu'avant, même plus pertinentes. Parce que je crois que les choses qui ont suivi après le passage de la loi de 2004 sont devenues de plus en plus difficiles, de plus en plus discriminatoires, de plus en plus racistes du point de vue des femmes musulmanes. Il y avait, dans la conclusion du livre, j'évoquais les retombées de la loi telles qu'elles étaient exemplifiées par des pratiques informelles au moyen desquelles les femmes portant le foulard étaient exclues bien au-delà de l'école publique. Depuis 2004, ces pratiques se sont formalisées à travers une série de lois et de décisions de justice, ainsi que dans nombre de nouvelles conduites non officielles. Il y avait, par exemple, la loi de 2010 qui ont défendu le voile intégral dans les rues. Il y avait le circulaire ministériel de 2012 de Luc Chatel qui ont défendu les mères voilées de s'accompagner leurs enfants pour les sorties scolaires. Il y avait pas mal d'autres choses que je cite dans l'introduction et dans la préface qui ont continué l'exclusion et l'exclusion des musulmans de la citoyenneté française. Et dans ce processus, le principe de laïcité a été redéfini. Et ça, je pense, c'est très important. La règle de neutralité de l'État en matière de religion, telle que l'imposait la loi de 1905, a été convertie en exigence de neutralité individuelle
dans tout l'espace public. Donc maintenant, avant c'était... C'est Non, quoi? c'est bon, c'était juste par rapport à la porte. Ok. Excusez-moi. On a un peu de peine à vous entendre ici. Vous pouvez pas? Ça va maintenant? Ça va mieux? Ok, maintenant. C'est toujours... Ah, ok, oui, ça c'est mieux. Ok. Donc, je pense que cette exigence de neutralité individuelle dans tout l'espace public a changé complètement l'idée de la loi de 2005, de 1905, de respecter la conscience individuelle religieuse des gens. Et donc, cette transformation, moi, j'ai pas compris exactement en 2004 que c'était le rapport de François Baron à UMP à l'époque, au premier ministre Raffarin, un rapport qu'il a intitulé La nouvelle laïcité. Et ça, c'était le modèle pour tout qui a suivi. Pour la loi d'interdiction de foulard à l'école et toutes les autres choses qui sont suivies. C'était pour regagner les territoires perdus de la République, comme il disait à l'époque. Donc, il y avait cette transformation de l'idée de la laïcité, cette nouvelle laïcité qui est arrivée. En même temps, et parallèlement, les voix des femmes touchées par l'interdiction et par les politiques qui ont suivi sont devenues plus fortes et plus audibles. S'il y a eu un durcissement officiel des mesures discriminatoires à l'égard des musulmanes, il existe aussi un extraordinaire courant d'opposition à ce qu'on appelle la nouvelle laïcité. Certes, à l'époque où j'écrivais le livre, il y avait des manifestations d'opposition et j'avais tenu à citer les critiques de la loi de 2004 en provenance de Français non musulmans qui s'opposent à des implications discriminatoires comme des musulmanes françaises qui ont été directement affectées. À cet égard, ce livre ne se fonde pas sur les opinions d'un prétendu multiculturaliste américain, mais sur les points de vue critiques des citoyens français. C'est leur vision que, dans la mesure où j'ai étudié l'histoire et la société française, j'ai voulu documenter. Et la voix de ces jeunes femmes m'impressionnait beaucoup. Quand j'étais ici en janvier, ou avant janvier, j'avais fait la connaissance des groupes La Lab, des groupes d'autres groupes, surtout le groupe des femmes qui ont sorti le livre qui s'appelle Voilés, préjugés. C'était beaucoup de réponses à l'intervention de Laurence Rossignol il y a une année maintenant, où elle a comparé les femmes voilées à des esclaves nègres aux États-Unis. Et ces femmes ont riposté en disant non, c'est pas la même chose de tout. Nous sommes des individus, nous sommes autonomes. On a choisi la porte du voile et c'est à nous de décider et à vous de respecter nos choix. Et ça qui m'a frappée, c'était qu'elles ont cité l'histoire française qu'elle a appris dans les écoles françaises. Donc, c'était comme des Françaises éduquées ici en France sur les principes de la République. Elles ont cité Rousseau, elles ont cité pas mal des philosophes illuminés, des philosophes Lumière, merci. Lumière, oui, Lumière, des philosophes Lumière. Et elles ont démontré dans leurs textes une capacité de penser philosophiquement et de prendre les valeurs de la République à leur côté. Et donc, je crois qu'il y avait les deux choses qui ont passé depuis la publication du livre aux États-Unis.
d'abord le durcissement de l'État en face de la porte du voile, en face des musulmans en général, et à l'autre côté, la voix audible et militante des femmes qui étaient affectées par les décisions et par cette politique. Alors, vous pouvez poser des questions. C'est ça un résumé, peut-être trop bref, mais je crois qu'il vaut mieux d'attendre les questions et de répondre aux questions. Ça va? Alors peut-être on peut faire un petit retour en arrière dans l'histoire, parce que, comme vous l'expliquez bien dans votre livre, si les musulmans rencontrent des problèmes dans plusieurs pays d'Europe et aussi aux États-Unis, à chaque fois, ça dépend de spécificités qui sont propres à chaque pays. En France, bien sûr, il y a l'héritage colonial et surtout l'Algérie. Et vous en parlez pas mal. D'ailleurs, je voulais citer une phrase que vous citez dans votre livre du général Bugeaud, qui était du coup l'administrateur de l'Algérie dans les années 1840, et qui disait « Les Arabes nous échappent parce qu'ils dissimulent leurs femmes à nos regards ». C'est assez marquant parce que voilà, ça montre à quel point l'obsession est très clairement, fortement racinée et ancienne. Et vous dites en fait que l'islam est déjà considéré comme le principal rempart à la mission, le principal obstacle à la mission civilisatrice, oui, que se donne la France. Et qu'en fait, dès le départ, cette mission, elle a une contradiction qui est insurmontable en fait. Oui. Oui, il y a des racines profondes de ça, mais il y a des changements aussi. Et ça que je trouve intéressant, et je crois que c'est dans le livre aussi, c'est que à l'époque du 19e siècle, la vision des femmes voilées, c'était des femmes sexuées, des femmes des séductrices, des femmes qui veulent... c'était une fantasme de la terre et aussi des femmes voilées comme une promiscuité excessive, on dit. Et maintenant, c'est l'inverse. Maintenant, les femmes voilées sont les femmes sans sexualité, les femmes reprimées du point de vue de la liberté sexuelle que les gens jouissent ici en France, que les gens laïcs jouissent. il y a des doubles entendre de ça, mais alors, donc il y a cette racine, mais un changement complet de le fantasme qui était associé au voile. Et c'est encore l'histoire du colonialisme qui a produit ces représentations, mais avec une emphase différente maintenant qu'avant. Ce que je veux dire en fait, c'est qu'en fait il y a ce paradoxe du rapport à l'islam du colonisateur est toujours présent aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est insurmontable, on est toujours dans ce problème où tant qu'en fait en gros l'islam ne disparaîtrait pas, c'est insurmontable, ils sont inassimilables, et c'était quelque chose qui était déjà présent dès le départ. Absolument, oui. Et c'est le racisme de colonialisme, et maintenant, je crois, le racisme qui continue de définir les musulmans, les arabes musulmans, comme inassimilables. Et je crois que il y a une certaine ruse de prendre la religion comme excuse. Je crois que c'est le racisme qui est au cœur de ça. Et la religion était racialisée et la race était, je sais pas le mot, made religious. Rendu religieux. Donc il y a cette c'est pas confusion, mais comment? Au micro.
J'ai pensé que c'est le mot que j'avais cherché. C'était pas ça. Alors, je pense que c'est une question de race. Et religion prend la place de race, mais je pense qu'au fond, depuis le XVIIIe siècle, c'est une question de race. Et d'une race inférieure, une race qui n'est pas susceptible d'être civilisée. Même si on veut les civiliser, il y a toujours des raisons qui ne sont pas civilisables. Oui, on peut comprendre. Ok. Restez encore un petit peu sur l'aspect historique. À un moment donné, vous expliquez que ce n'est pas avec le 11 septembre 2001 et la crainte du terrorisme islamiste mais avec et la crainte du terrorisme islamiste, mais avec la guerre d'Algérie que le voile fut politisé. Est-ce que vous pourriez expliquer quel a été le rôle du voile dans la guerre d'Algérie des deux côtés, du côté du... Alors, ça c'est très intéressant, peut-être plus difficile pour moi de l'expliquer ou pour moi d'exprimer là-dessus. Mais d'abord, le voile était... Le voile signifie l'oppression des femmes. Et d'enlever le voile pour les femmes colonialistes, pour enlever le voile, c'était d'émanciper les femmes. Il y avait un moment, c'était en 54, je crois, 58. 58, oui, la cérémonie d'enlever le voile des femmes qui étaient invitées pour ça. Et les femmes des colonels de la France, mais en Algérie, ont enlevé le voile. C'était une cérémonie symbolique d'émancipation, de civilisation, d'abord. En même temps, pendant la guerre en Algérie, les femmes ont souvent servi pour transporter les armes et les bombes, parce que comme voilée, c'était très difficile de savoir ce qu'il est en dessous. Aussi, les hommes ont habillé en femmes musulmanes, en femmes couvertes, aussi pour attaquer les Français. Et en même temps, il y avait parmi les membres le Front de libération nationale d'Algérie une grande discussion sur le futur du voile. Est-ce que le voile représente la tradition qui était volée des Algériens, des Arabes, ou est-ce que le voile est le symbole d'un passé non moderne? Qu'est-ce qu'il faut faire après la guerre, après la libération, avec cette question de tradition que le voile a représenté? Merci. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je voulais savoir, comme le livre est sorti en 2007 aux États-Unis, je voulais savoir quelle a été la réception du livre aux États-Unis, comment les Américains ont pensé le livre, et sachant que le modèle américain est, comme vous l'avez dit à un moment donné, multiculturaliste, etc. Et qu'est-ce qu'ils pensent de toutes les polémiques par rapport au voile en France, sachant que, par exemple, il y a quelques années, il y a eu des polémiques aussi autour du burkini, et que les anglo-saxons, que ce soit en Angleterre et je crois qu'aux États-Unis, ils étaient effarés par les politiques du maire de Nice par rapport à l'interdiction du burkini en France. Donc voilà, quelle est la vision qui se véhicule aux États-Unis et quelle a été la réception de votre livre? Merci. Il y avait, à un côté, il y avait beaucoup de questions. Pourquoi est-ce qu'ils ont passé cette loi? Parce que nous, aux États-Unis, nous avons des enfants dans les cours
dans les écoles publiques qui portent n'importe quoi, les voiles, mais aussi d'autres choses, les garçons juifs, les kippas, etc. En même temps, il y avait, c'était déjà commencé en 2007, la question musulmane, quoi. C'était après, après l'attaque aux États-Unis, à New York. Donc il y a cette peur des musulmans, la notion que tous les musulmans étaient terroristes. Donc ça que j'avais essayé dans le livre, c'était expliquer pourquoi c'était pas une bonne chose de défendre le voile à l'école. C'est un moyen d'interdire, de défendre, d'interdire le voile à l'école. Et moi aussi, je pense que le livre, c'était un grand succès du point de vue des ventes, surtout pour les cours universitaires. Et parce que je crois que c'est parce que j'ai expliqué dans une manière claire et facile à comprendre, avec beaucoup de l'histoire, comme vous avez cité, l'histoire du colonialisme, de la laïcité, etc. Donc, c'était bien reçu comme explication d'une situation qui était otherwise, qui était très différente chez nous. Et aussi avec l'idée que d'interdire quelque chose, c'était d'attaquer des gens qui en veulent vivre avec, qu'il faut vivre avec. Pourquoi est-ce que l'école est le principal champ de bataille en France des tenants de cette nouvelle laïcité? Je sais que ça peut être une longue réponse. Oui, mais je ne suis pas exactement... Je pense que c'est parce que l'école est toujours le creuset de la République. C'est l'école qui forme les citoyens. C'est l'école où dans notre époque, les paysans sont devenus des Français. Ce qui était différent en ce moment, c'est qu'avant, l'école était le lieu de transformation. Si on arrive catholique, on arrive n'importe quoi, les instituteurs et les institutrices avaient la mission, et c'était vraiment au XIXe siècle une mission, d'introduire les principes de la République aux étudiantes, aux écoliers. Cette fois, la différence était d'insister sur l'intégration, l'assimilation des jeunes d'une autre religion, des autres valeurs, avant d'arriver à l'école. Et ça, c'était, je crois, pour Jules Simon et les hommes qui ont créé l'école républicaine, ça, c'était pas le but de l'école. L'école était le lieu de transformation. Et maintenant, on a insisté que les enfants soient transformés avant d'y entrer. Et ça, c'était le grand problème, je crois, pour moi et pour beaucoup de gens qui ont critiqué la loi qui a interdit le voile. Alors, je ne sais plus de qui c'est, mais il y a quelqu'un que vous citez au moment de la circulaire Bayrou en 1994 qui dit l'école doit intégrer, donc elle exclut. Oui, donc il faut les exclure. Oui, Ouais, oui. Vous dites aussi à un moment donné, c'est une autre question vaste, Ok, ça va. que la MEMT est au fondement de l'universalisme français. Je m'interroge en fait, pourquoi en fait en France il y a
existe un tel fantasme d'un corps social totalement homogène. Pourquoi? Ouais. Oh là. Je profite de votre présence. Moi, Ou comment ça s'est mis en place? il vaut mieux que de demander pourquoi, il vaut mieux demander comment. Ouais. Comment est-ce qu'on a créé cette idée de mémété ou de c'était l'individu, je dis dans le livre, c'est l'idée de l'individu abstrait qui est le fondement de la citoyenneté. L'individu abstrait, du début, au moment de la Révolution française, était capable d'être abstrait de ses caractéristiques sociaux. Ça va? Social. Oui, c'est caractéristique. Social. Et donc, la mémété, c'est d'être abstrait de ces caractéristiques. On est paysan, on est ouvrier, on est banquier, ça fait rien. Mais le problème, c'est qu'il était impossible à l'époque d'abstraire les femmes de leur sexualité, de leur corps. Donc, les femmes étaient déjà exclues de la possibilité de citoyenneté. La mémité, l'identité des gens, c'était l'identité des hommes, et des hommes, en général des hommes blancs, et des hommes français. Après le vote pour les femmes en 1944-45, les femmes étaient incluses, mais pas comme des individus. C'était difficile encore d'abstraire les femmes de leur corps et de leur sexualité. Et je crois que ça, cette idée de l'individu abstrait, c'était l'origine de l'idée que la nation peut être homogène, qu'il n'y aura pas de différence entre gens, parce que la politique fonctionne comme abstraction, avec l'abstraction. Et c'était comme ça qu'on a créé l'idée d'une nation une et indivisible, d'une nation qui n'ont pas des différences. Mais c'est trop difficile pour moi de tracer maintenant la route de la révolution jusqu'à maintenant. Mais je crois que c'est là qu'il faut commencer à penser l'idée que la nation est homogène. C'est pas une bonne réponse, mais c'est tout que je peux faire maintenant. Non, c'est très bien. Okay. En fait, Mais plus haut parce que... Alors, vous parliez de la Révolution, justement, et en fait, au niveau de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il reconnaît quand même le droit de penser, le droit religieux, et par rapport à ça, en fait, du coup, cette loi de 2004, elle est anticonstitutionnelle, donc du coup, elle n'aurait même pas dû sortir, mais bon, pour moi, vu que la Constitution du 4 octobre 58, elle est basée aussi dans son préambule sur la Déclaration des droits de l'homme. Voilà, donc au niveau de la Révolution et de la Constitution, c'est pas très logique cette loi. Je sais pas si vous avez... moi, j'ai pas lu votre livre personnellement, mais je sais pas si vous avez développé un petit peu cette partie-là, en tout cas, ou si vous y avez pensé ou pas du tout. Qu'est-ce que There's no constitution. Constitutional because the constitution rests on the Declaration of Human Rights, Right. and the law contradicts the human rights because it's It's exclusionary. Yes, and because the human rights
suppose, freedom of thought and belief. Oui, 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 oui. Non, oui, je suis d'accord, mais comme je n'étudie pas la Constitution française, je ne peux pas citer exactement les mots et les idées, mais oui, je crois que c'était contre le... Mais aussi, moi, je pense que la loi est aussi contre la loi de 1905, qui a insisté sur le respect pour la conscience individuelle et religieuse. Donc, c'était même pas une question des droits humains, c'était la loi de la séparation de l'Église et l'État, qui était contredite par la loi de 2004 et par toutes les choses qui sont suivies après. Oui, oui, oui. Mais je crois que c'était ce rapport de François Baron qui avait donné la justification pour ces lois. Et c'est parce qu'il disait que la porte du voile et les autres manifestations religieuses des musulmans, c'était une question politique, pas une question religieuse. Donc, c'est une question politique. On peut interdire des choses politiques dans les écoles, par exemple. On peut faire des lois contre ces actions qui veulent diviser la nation. Et je crois que c'était dans cette insistance sur l'aspect politique des manifestations religieuses des musulmans qu'il a essayé de changer, de prévenir un conflit constitutionnel sur la question. Et je crois que c'était là. Si on lit le rapport est très intéressant. Parce que quand je l'ai lu, on peut le trouver sur l'Internet, bien sûr, il a parlé de comment reprendre les terres perdues de la République. Il y avait quelqu'un, Brenner, qui a dit ça, mais il y avait pas mal de citations de ces mots après, et c'était dans le rapport de Baron aussi qu'il dit ça c'est le moyen de reconquérir ces terrains, les terrains perdus de la République. Donc, je crois que c'était avec cette idée que c'est une question, c'est pas une question religieuse, c'est une question politique qui a changé le discours. Quoi. Il y avait une question ici et après il y a madame au fond. Non, c'est moins une question qu'une petite précision sur cette histoire constitutionnelle. Parce que c'est vrai que l'essentiel, c'est que ça contrevient à la loi de 1905. Mais la question a été posée de la constitutionnalité de la loi de 2004 au cours des débats parlementaires. Pas sur la question des libertés religieuses, parce que comme le disait John Scott, ce n'était pas considéré comme une interdiction religieuse, c'était une interdiction vestimentaire. Mais du fait de l'interdiction radicale absolue qui pouvait apparaître comme discriminatoire, et un parlementaire, dans le cours des débats, a dit « Attention, si on fait ça, ça risque d'être jugé inconstitutionnel ». Et là, un responsable politique important, dont j'ai oublié le nom, et c'est la seule raison pour laquelle je le tairai, a dit mais sur le recours de qui? Parce que le problème est que pour attaquer une loi devant le Conseil constitutionnel, il faut un nombre de députés bien supérieur à ceux qui s'opposaient à la loi. Et donc ça ne les gênait pas de faire une loi qui soit contraire à la Constitution, parce qu'ils savaient bien qu'il ne pouvait pas y avoir de recours devant le Conseil constitutionnel. Merci beaucoup. C'est très important. Il y a une question de madame. Allez. Oui, oui. En fait, c'est pas vraiment une question, mais je suis anthropologue et je travaille sur les questions du voile, les questions des voiles au pluriel, et j'étudie un voile en Asie du Nord qui s'appelle le
définition de la femme à l'homme dans le Coran, mais dans les textes corinthiens, oui. Donc cette association des femmes, elle appartient plus à l'église chrétienne. Et ensuite, la dimension du voile sacré, par exemple en Inde, les objets sacrés sont voilés, les têtes sont voilées parce qu'elles sont aussi sacrées. Dans tous les lieux de sépulture, que ce soit juif, musulman, chrétien, hindou, les choses sacrées sont voilées. Donc de réintroduire ces dimensions-là anthropologiques dans le voile, ça permet peut-être de déconstruire encore plus loin et de relativiser aussi cette dimension politique. Mais il n'y a pas qu'une dimension politique, il y a aussi une dimension esthétique, des régimes de visibilité. Par exemple, en France, l'ont très bien démontré Bruno Nassim à Beauvoir, qui a écrit un livre qui s'appelle Comment le voile est devenu musulman, où justement en France, l'air est à la transparence et au dénuement, et du coup, quelqu'un qui se couvre, c'est quelqu'un qui a quelque chose à cacher. Donc, rajouter en plus avec le traitement du terrorisme, ça fait un amalgame, et c'est important, je pense, de souligner la dimension politique, mais aussi de prendre du large et de reconsidérer les pratiques d'enveloppement de la tête des êtres humains partout dans le monde. Et pourquoi est-ce que le voile a tellement cristallisé? On se rappelle mal, mais les grands-mères ou les arrière-grands-mères en France, elles se voilaient pour aller à l'église, elles se voilent encore en Italie, au Portugal, etc. Non, merci beaucoup. Quand vous avez commencé, j'ai pensé à ce livre, Comment le voile est devenu musulman. Moi, j'ai appris beaucoup en le lisant, et je pense qu'il montre ce que vous avez dit. C'est bien, merci beaucoup. Moi, j'aurais deux choses à vous demander par rapport à la période historique. Vous disiez que ce n'était pas qu'une question de religion. Ce qui va vraiment dans votre sens en Algérie, c'est l'arrêté Crémieux qui concernait les juifs qui ont accédé à la citoyenneté et qui excluait une partie des juifs indigènes. Donc là, ce n'est pas qu'une question de religion, c'est une partie des juifs qui étaient trop indigènes, qui n'avaient pas droit à la civilité. Ça montre bien que c'était autre chose et que c'était plus de l'ordre d'un racisme. Ça va vraiment dans le sens que c'est Bien pas sûr. du religieux là-dedans. Et une autre chose, quand vous parlez de MEMT, je pense à la Roumanie, mais c'est pareil en France, quand il y a la création des États-nations, quand il y a de la MEMT, du coup on crée des catégories qui ne rentrent pas dans la MEMT. Je pense par exemple au travail de Martin Rivera sur les tziganes, certaines populations ont été créées tziganes quand la Roumanie a fait État-nation, pour qu'il y ait du différent et du pareil en fait. Oui, merci. Je crois que c'était pas une question, c'est une intervention intéressante et intelligente. Donc, je n'ai pas une réponse. Vous pouvez parler fort, s'il vous plaît. Moi, j'ai une question par rapport à peu près ce que madame a dit. Et étant donné qu'il y a de plus en plus pas de stigmatisation, mais de focalisation sur la question du voile en France, est-ce que selon vous, comment vous voyez en fait l'avenir des libertés de culte en France d'un point de vue extérieur? La question est assez dure, je dois dire. Je crois que c'est la question de liberté de culte, c'est intéressant parce que c'était assez politisé autour de la question du voile et des musulmanes, même aux États-Unis où il y a une histoire différente du point de vue de l'histoire de la laïcité, séparation d'Église et d'État, etc. C'est très difficile de reprendre parce que je pense que maintenant, par exemple, avec Trump aux États-Unis et avec le discours contre les immigrés en général et les musulmans en particulier, la question de liberté de culte a disparu. Et pas disparu, mais la réponse est qu'il y a ce danger terroriste politisé qui est impossible d'intervenir sur la question de liberté de culte. Donc, je crois que c'est très difficile de comprendre le pouvoir de la politisation de cette question. Mais c'est politisé. Donc, il y a des gens aux États-Unis qui maintenant pensent c'est bien ce que les Français ont fait what's the word?
outlawing it, En interdisant. en interdisant le voile. C'est bien parce que sinon il y aura la loi coranique, Sharia, la loi Sharia ici aux États-Unis. Il y a des États aux États-Unis maintenant, par exemple à Tennessee, où la législature a interdit la loi Sharia. Il y avait... Non, ça n'a rien dit. Et il y avait l'exemple, mais il y avait un type, un législateur qui disait « Ah, mais je sais, il y a une mosquée où un imam avait pratiqué la loi Sharia. » Il était conseiller d'une famille qui avait des problèmes de mariage, je ne sais pas quoi. Et c'était quelque chose, c'était pas pour imposer la loi Sharia sur nous, mais c'était de pratiquer sa religion dans une manière coutumière. Donc, je pense que le discours politisé a évacué la possibilité de parler de la liberté d'écoute. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous pouvez. Moi, je pense que maintenant, ils sont pris à nos sœurs, voilées, pas voilées. Bon, tout ça, ça relève du racisme, comme vous l'avez très bien expliqué, du relent du colonialisme. Mais aujourd'hui, une fois qu'ils n'ont pas pu bien cerner nos sœurs, ils sont en train de s'en prendre à nos frères, la barbe. Alors, donc tout ça relève de l'idéologie, c'est même pas de la politique, c'est de l'idéologie. Alors, d'après vous, quelle idéologie veulent-ils nous imposer ? Qu'on soit musulman, juif, chrétien, athée, tout ce que vous voulez. Moi, je trouve qu'il y a un arrière-plan qu'il va falloir creuser, tous ensemble. Un arrière-plan de faire quoi ? Quelle idéologie ils sont en train de vouloir nous proposer à tous ? Parce que c'est mondial quand même. Ah oui, maintenant, c'est la barbe. Les hommes n'ont plus le droit de porter des barbes. Alors que quand vous voyez les footballeurs, beaux comme ils sont, les Zlatan et tout ça, ils ont des barbes. On trouve ça très beau, avec leur queue de cheval. C'est pas vrai, monsieur ? Il est beau. Bon. Zlatan, pas. Je ne sais pas comment répondre. Parce que je pense que il n'est pas une question d'une grande schéma de nous contrôler. Oui, vous pensez ? Vous le pensez ? Moi, je pense que c'est plutôt la réaction, les moyens qu'ils cherchent d'insister sur la différence qui peut nous diviser au lieu de nous réunir. Je crois que c'est ça. Mais c'est improvisé. C'est pas. Je pense qu'il y a un rapport, comme le rapport de. Comment ? C'est réactif. Oui. C'est réactif, mais aussi c'est improvisé. Ils trouvent des moyens. Il n'y a pas un rapport comme le rapport de Baron qui dit il faut faire ça, 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 ça. Moi, je pense que ça n'existe pas. Ils ne sont pas assez stratégiques que ça. Mais. Bonsoir. Excusez-moi, je vais essayer d'expliquer en français. En fait, je suis iranienne, donc pour moi, la question de voile, c'est un peu, par rapport à ce que j'entends ce soir, c'est un peu différent parce qu'en Iran, presque la seule pays où les femmes n'ont pas le droit d'être dévoilées. Donc, avec la littérature féministe en Iran, ça fait presque un siècle, on a focalisé sur la question du voile. Et on nous demande tout le temps pourquoi la seule et la plus, au minimum, la plus importante question féministe en Iran, c'était toujours lié au voile. L'État-nation est changé. Ça veut dire que c'est commencé avec la création de l'État-nation, la première création de l'État-nation. Et là, ils ont presque fait la même chose qu'aujourd'hui en France, ça veut dire qu'ils ont interdisé les femmes d'être dévoilées. Et avec la révolution iranienne, c'était changé. Ils ont interdit aux femmes d'être dévoilées, complètement l'inverse. Donc
on a passé deux expériences différentes pendant un siècle en Iran avec la question de voile. Mais le résultat pour les féministes iraniens, c'était ça, que la focalisation sur la question du voile, c'était toujours très lié de la question du corps. Les femmes et le corps des femmes, c'était au centre, c'était en fait le symbole politique de oppression, je ne sais pas, le symbole le plus important qui est politisé. Donc, quand je compare avec l'histoire du voile en France, c'est très lié de l'histoire de colonisation. En Iran, on n'a pas l'expérience de colonisation directe, donc à mon avis, c'est pas lié de question de colonisation. En Iran, la question de voile, mais c'est très lié de question de corps comme un symbole politique pendant un siècle et la question de l'État-nation, quand vous avez évoqué. Donc, je voulais demander, à part de questions de racisme qui est assez clair, qui est évident, et vous avez bien expliqué sur l'histoire de l'Algérie, et surtout quand on voit avec l'histoire d'Algérie pendant la guerre et la participation des femmes dans la guerre d'Algérie, on voit très bien l'enjeu de question de voile. Mais, à votre avis, c'est quoi le lien entre la question de voile et le corps comme symbole avec la politique de France? Avec colonisation, je peux comprendre, mais avec la question pourquoi le corps et la sexualité des femmes, c'est si politisé en France. Sinon, je comprends la question de colonisation. Oui, oui, oui. Oui, c'est ça. Il a dit, c'est le 5e chapitre de mon livre. Et c'est ça la question. Mais je veux dire quelque chose avant de répondre à cette question du corps. Au moment, et c'était sur le contraste entre Iran et la France, par exemple, il y avait un moment du passage de la loi de 2004, un collectif des femmes françaises pour l'égalité. Je ne sais pas exactement le titre du groupe. Et c'était des femmes voilées, des femmes françaises soi-disant de souche. C'était un groupe mixte, très divers. Et c'était, je crois que c'était Christine Delphi qui était une des organisateurs, qui était au centre de l'organisation. Et aussi Pierre Thévanienne, et il y avait Ismahan Chalouri, il y a beaucoup d'autres. Mais elles ont produit un document, une déclaration que je cite souvent. Elle disait qu'elles étaient contre toute forme de domination. La domination d'État pour insister sur la porte du voile, et aussi la domination qui insiste sur le dévoilement des femmes. Donc, si c'est une question de choix et pas de domination par l'État, c'est autre chose, c'est complètement différent. Et ça, j'ai trouvé très important du point de vue pour théoriser l'idée de voile, de porte-voile, de contraster l'expérience des femmes iraniennes et des femmes musulmanes en France. Sur la question du corps, il y a tout un chapitre là-dessus. Et je dis dans ce chapitre qu'il y a une France, et c'était lié à cette idée de l'individu abstrait, il y a l'idée que la différence de sexe qu'il est impossible de finir avec la différence de sexe. Et la différence de sexe est en contradiction avec l'idée que nous sommes tous égaux. Tout et tout est égal. L'idée d'égalité des gens, abstrait, est en contradiction avec l'idée que la différence de sexe explique les différences d'accès à la politique et des choses comme ça. C'est clair? Ça va? Non? Donc, comment... Il faut lire le chapitre.
Mais je dis que c'est pour éviter cette contradiction entre la possibilité d'égalité à un côté, l'impossibilité d'égalité homme-femme à l'autre côté, dans la théorie républicaine française, il faut toujours exposer le corps des femmes pour démontrer la différence. Donc, de n'avoir pas une couverture, d'être décolleté, d'être visible, et surtout c'est le corps qui soit visible, démontre qu'il n'y a pas une contradiction, que la différence de sexe explique l'inégalité homme-femme dans le monde politique, économique, social, etc. Ça, c'est à un côté. À l'autre côté, il y a la femme musulmane couverte, et ça insiste sur la difficulté de sexe, dans l'espace public. Donc, il y a la possibilité de sexualité, etc., mais dans le monde privé, à l'intérieur de la famille, etc. Donc, de couvrir le corps montre la difficulté que les Français veulent nier. Vous verrez? Ok. Donc, c'était dans cette question de corps couvert, corps exposé, qui on peut trouver, moi, peut trouver l'explication pour l'obsession avec le voile, avec la couverture des femmes voilées, des femmes musulmanes, parce que c'est une critique implicite de la contradiction niée par la théorie républicaine française. C'est ok. C'est pas facile. Oui. En fait, j'avais deux questions à poser, mais à t'entendre là tout d'un coup, il me semble comprendre, ou en tout cas j'ai une espèce d'image qui se fait, enfin, j'ai l'impression de comprendre autrement des choses que j'ai bien lues pourtant, mais... Oui, quelquefois. Mais oui, mais on ne lit pas un livre de la même manière pour le traduire. Oui, non, c'est complètement différent. Et donc, et là, je me dis, c'est curieux, c'est comme s'il y avait vraiment ce chiasme entre l'idée qu'en France, ce qu'il faut, c'est exposer la différence sexuelle et privatiser le rapport au religieux. Et chez les musulmans, chez les femmes musulmanes voilées, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'elles exposent leur rapport au religieux et elles privatisent leur sexualité. Oui, non, c'est bien. Et donc il y a une espèce de chiasme. Oui, entre les deux. Et aussi la possibilité. Et ça, c'est insupportable, quoi. Oui, c'est ça. Non. Insupportable pour qui? Eh bien, pour non, moi je pensais que c'était insupportable. Et c'est insupportable au niveau inconscient. Oui, c'est pas sur le niveau, c'est pas le niveau conscient, c'est pas rationnel, c'est vraiment viscéral. Il y a une autre question? Oui, en fait, alors, la première, je ne sais pas si c'est une question, mais là aussi, ça s'enchaîne bien avec ce que tu dis, parce que ce caractère inconscient qui est vraiment important, c'est-à-dire que, et c'est une des choses que je trouve tellement intéressante dans ton travail, c'est le fait que, évidemment, tu ne parles pas vraiment d'inconscient, mais malgré tout, souvent quand on parle du voile, de cette problématique-là, on va parler de qu'est-ce que ça veut dire pour les femmes musulmanes, il faut leur laisser la liberté, on ne peut pas leur laisser la liberté, etc. On se focalise sur les femmes voilées, sur les musulmans, etc. Et là, en fait, le point focal de ton travail, c'est l'hégémonie, c'est-à-dire c'est au contraire cette idée d'homogénéité, enfin c'est la France en tant que idéal type qui n'existe pas, hein, mais cette espèce d'idéal d'une nation homogène avec un citoyen abstrait, etc. Bon.
sur lequel tu as travaillé effectivement à propos des femmes, de la citoyenneté des femmes, etc. Mais du coup, ton regard, il porte vraiment sur, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, les Français, enfin le côté français de cette affaire. Donc il y a aussi une dimension anthropologique de ce point de vue-là, mais qui est une anthropologie qui ne porterait pas sur le minoritaire ou sur l'exotique, mais qui porterait sur le centre, sur la centralité, l'hégémonie, etc. Et en même temps, il y a une dimension, moi, qui m'apparaît en te lisant à chaque fois, en lisant ce livre, en travaillant dessus, qui est effectivement une dimension analytique presque au sens psychanalytique, c'est-à-dire que de faire sortir des choses qui sont très très profondément... Donc ça, c'était ma première question. Oui, est-ce que tu pensais de ça, quoi? Je suis d'accord. Non, je ne comprends pas la question. Non, mais voilà, est-ce que tu te reconnais dans cette... Oui, c'est ça. Et comme je fais l'histoire française depuis des années maintenant, j'ai fait l'histoire au début, c'était l'histoire du mouvement ouvrier, et puis après l'histoire des femmes en France. Donc, je ne suis pas expert de l'islam, des musulmans, du Coran, des choses comme ça. Donc, j'ai essayé d'expliquer, de comprendre la société que j'avais étudiée pendant des années. Oui, et c'était avec cette idée de l'inconscient, de psychanalyse, qui m'a beaucoup aidée en pensant cette question. L'avril dernier, c'était 2016, que j'avais écrit quelque chose qui était dans Orient 21, le magazine en ligne, qui est très, très intéressant de lire, sur cette question de l'inconscient politique française. Français. C'est surtout le genre qui est le problème pour moi. mais le genre grammaire. Et donc, c'est ça que j'ai parlé là-dessus. Tu as très bien résumé le problématique que j'adresse dans le livre, mais aussi que j'ai adressé dans cet article dans Orient 21 aussi. Et la deuxième question? La deuxième question, là, tu viens de me fournir encore un enchaînement magnifique. Cette notion d'inconscient politique, moi, je l'associe moins à Frédéric Jameson qu'à Nicole Laureau, l'historienne, qui dans, comment ça s'appelle, la mémoire d'Athènes. Pardon? Les enfants d'Athéna. Voilà, les enfants d'Athéna. Non, c'est the one about the suicide. Le suicide. Non, c'est sur l'oubli dans la mémoire. C'est pour pas que ce soit les enfants d'Athéna. Enfin, peu importe. Et en tout cas, elle a un passage magnifique. J'essayais là de retrouver parce que je voulais l'apporter puis j'ai oublié. Mais bon, ça prendrait trop longtemps. Donc je ne vais pas le citer exactement, bien que ce soit une formulation extraordinaire. Où d'abord elle formule cette hypothèse d'un inconscient politique, mais avec beaucoup de précautions. Voilà. Et elle dit, alors je sais pas, je voudrais pas que ce soit trop personnel comme question, mais justement je trouve qu'elle le formule de manière, une belle manière, c'est-à-dire qu'elle dit un sujet de recherche c'est toujours quelque chose qui a commencé bien longtemps avant qu'on s'en aperçoive et qu'on s'en empare. Et voilà, et c'est toute une trajectoire comme ça. Et je me demandais si je pouvais me permettre de te poser la question de qu'est-ce qui te conduit, peut-être pas, mais voilà, est-ce que tu as envie de dire quelque chose sur qu'est-ce qui fait que, bien sûr tu t'intéresses à la France depuis très longtemps et aux questions effectivement de citoyenneté, d'abstraction, des femmes, mais pourquoi ça? Enfin, c'est quand même très très particulier quoi, dans cette constellation. Le ça, c'est quoi? C'est cette question du voile en France. Du voile. Ouais. Je sais pas, mais après tu peux me dire, c'est pas tes oignons. Non, c'est... non, c'est... J'ai une explication
plutôt rationnel que de mon inconscient. Non, je t'en demande. Et ça, c'était que j'étais en train de finir mon livre sur la parité. Et j'étais invitée de donner 3 conférences à l'université de Princeton. Et donc, j'avais décidé, la première sera sur la citoyenne paradoxale, la question des femmes et citoyenneté en France depuis la Révolution. Puis, deuxièmement, la deuxième conférence sera sur la parité. J'étais en train de finir mon livre sur la parité. Et il fallait une troisième. Et c'était 2003. Et il y avait, je lis toujours les journaux, il y avait cette explosion des articles, des conflits, des débats sur le voile. Donc j'ai pensé, il y a quelque chose là-bas, il faut comprendre, il faut prendre ce problème, et parce qu'il y a sûrement la question de la politique, des minorités en France, mais aussi de la citoyenneté, de l'histoire du racisme en France, mais aussi de genre. Et c'était parce que aussi j'étais en train de essayer de théoriser mieux qu'avant mes idées sur les rapports des sexes, les rapports de force des sexes. Donc, ça me donnait la possibilité de penser comment les Français les Français ont pensé cette question de genre chez un groupe différent. Et est-ce qu'il y a quelque chose que je peux jouer avec sur la question des idées différentes de genre et de la différence de sexe? Et en ce moment aussi, j'étais de plus en plus préoccupée avec les questions psychanalytiques. Donc, ça me donnait la possibilité aussi de penser d'une perspective psychanalytique comment cette question a joué ici. Mais du point de vue psychique de moi, il faut quelqu'un d'autre qui... Non, c'est toujours vrai, je crois. On n'est pas très bon en faisant la psychanalytique pour soi-même. Non, on ne peut pas faire ça. Il faut ou aussi ça ne permettrait pas. ou quelqu'un d'autre qui va raconter ma vie. Et j'espère que je sois morte en ce moment, parce que je ne veux pas... J'ai des cauchemars de graduate student, de l'étudiante qui veut faire mon biographie dans une manière que je ne veux pas savoir. Donc je vais brûler mes papiers. C'est pas vrai. Mais il faut quelqu'un d'autre pour m'expliquer les aspects psychiques de mes choix de sujets, d'objets de recherche. Est-ce que quelqu'un encore? Oui. Et après. Est-ce que le débat sur le voile pose pas aussi la question dont l'État français considère l'autonomie des citoyens, c'est-à-dire on dit elle ne peut pas porter le voile librement parce qu'on la porte, et à l'inverse, en ce qui concerne la prostitution par exemple, qui est aussi exclue de l'espace public, on dit mais elles ne peuvent pas se prostituer librement parce qu'elles sont l'objet de réseaux mafieux, etc. Donc déjà cette question, et aussi pourquoi est-ce que c'est difficile d'introduire de la nuance, selon vous, dans le débat français sur ces questions? Je ne sais pas qui je peux répondre. Je crois que... Non, vraiment, je ne sais pas pourquoi. Je crois que la question des règlements d'État et d'autonomie des femmes ou des gens est toujours difficile de déconstruire. Pas de déconstruire. Donc,
je crois que il faut prendre des questions politiques, économiques, etc., pour comprendre pourquoi. S'il y a des comparaisons exactes, je ne suis pas sûre que la question de prostitution est la même question que la porte du voile. Il faut que je pense un peu plus là-dessus. Je pensais plus au niveau des arguments utilisés pour justifier l'interdiction d'un comportement fait. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas choisir librement. Vous voyez ce que je veux dire? Le contrôle. Dans un pays, par exemple, ça ne pose pas de problème que des femmes se voilent, se prostituent. Et qu'est-ce que ça dit de la façon dont la France... Mais ce n'est pas simplement la France, c'est l'État. Et c'est l'essayer de réguler, les réguler de comportement des gens, et surtout les femmes, parce que comme elle a dit avant, la femme est la question de la nation-État, et la femme qui représente souvent la nation-État. Il y a des choses liées comme ça, mais c'est l'État qui, pour les raisons de contrôler la population, de contrôler l'expression de religion, de contrôler le corps des femmes, qui fait et justifier ces régulations. Pourquoi exactement? Il faut étudier le moment et les débats autour de la loi pour savoir pourquoi et qu'est-ce que c'est l'investissement dans ce sujet en ce moment. Comme historienne, je veux étudier les choses concrètes pour comprendre pourquoi cette question, ces lois sont toujours passées. Vous avez une question C'est mon accent dans le palais, alors je vais vous excuser, en fait, je devrais présenter mon frère. Mais ma question rejoint un peu celle de monsieur, parce que je vous écoute depuis tout à l'heure, puis peut-être que c'est une question française, mais nous au Québec, la question du port du voile fait partie du questionnement dans l'espace public, parce que je pense que la compréhension de la plupart des gens, de l'esprit, de la compréhension féministe des choses, le voile est un port imposé par l'homme. Alors la femme devient une victime, la femme qui porte le voile devient la victime de l'homme musulman qui l'oblige à porter le voile. Alors je me demandais si, en faisant un parallèle avec la France, parce que c'est notre sujet d'étude, si on peut faire ce même parallèle-là, ou quand vous parlez de l'État, vous parlez de l'homme, parce que dans le fond, on regarde la distribution des élus, force est d'admettre que l'homme est majoritaire, donc est-ce qu'il y a un parallèle à faire, parce qu'il reste que nous au Québec, on a beau parler français, on est quand même nord-américain. Alors... Mais moi, je pense que ce que j'ai appris en faisant ce livre et en étudiant ces choses, c'était qu'il n'y a pas une signification du voile. Il y a plusieurs et diverses possibilités. Donc, c'est vrai qu'il y a la signification de subordination des femmes aux hommes, mais aussi il y a le choix des femmes de se comporter dans une manière modeste qui tienne avec leur croyance, quoi. Et aussi... Donc, on ne peut pas généraliser, mais il reste que la difficulté pour un non-musulman, c'est parce que moi, n'importe qui dit je suis pas raciste, tout ça, j'ai des amis musulmans où la femme est voilée, et je trouve que c'est des couples, quand tu les connais bien, c'est des couples très égalitaires, avec oui, exactement. où il n'y a pas de jeu de pouvoir entre les deux et tout ça. Et là, la question va se poser parce qu'ils ont une petite fille de 10 ans. Puis alors moi, ma question à mon ami, c'est qu'est-ce que tu vas faire quand ta fille va devoir porter. Puis au Québec, c'est presque une affirmation politique de porter le voile, parce que c'est quelque chose qui est un peu, qui a une certaine réprobation par rapport à ça. Puis c'est loin d'être la majorité, loin d'être la majorité. Puis lui, ce qu'il m'a répondu, mais on va lui faire comprendre que si elle aime Allah, elle va porter le voile. Comment, tu sais, puis ça vient aussi avec ce que madame disait par rapport à la liberté de culte et tout ça. Alors je me disais, comment on départage tout ça?
C'est quand même assez. C'est pour ça que c'est une question intéressante. Oui, mais j'ai pas très bien compris ce que la question que vous avez posée. Mais ma question, c'est comment on arrive à départager la partie, je sais pas, tu sais, de la portion du port, pourquoi une femme musulmane qui porte le voile. Comment on arrive à départager? Peut-être que vous, comme historienne, vous avez étudié la question, To decide to split the part from, let's say, she's practicing Muslim, or the part she's under her husband's will. Mais c'est... Comment on fait pour faire la part des... Je crois qu'il faut insister sur la diversité. C'est impossible de dire à quelqu'un qui voit le voile en pensant « Oh, c'est la... » Elisabeth Badinter, par exemple, qui dit même si elle ne pense pas, elle est subordonnée par le patriarcat, etc. De la convaincre, je crois que c'est impossible, mais je crois qu'il faut insister sur la diversité. Il faut lire des livres comme Voile et préjugés, non, pas moi, parce que moi, comme Joël disait, moi je focalise sur les Français, sur le mythe de laïcité, de la République, etc. Mais je crois qu'il y a et c'est ça qui m'a impressionné beaucoup en faisant connaissance de ces femmes voilées ou pas, des femmes musulmanes qui a pris leur voix et qui insistent qu'elles sont autonomes, qu'elle a fait des choix, qu'elle veut expliquer leurs choix dans une manière intelligente. Elles ne sont pas des victimes de tout. Donc, je crois qu'il faut disséminer ces livres, ces idées. Il faut donner la voix aux femmes voilées pour s'expliquer. Je crois que c'est comme ça qu'on peut combattre les stéréotypes qui dit qu'il n'y a qu'une signification du voile, même si les femmes voilées disent autre chose. Je crois que c'est comme ça. Il faut écouter leur voix. Et ça qui m'a impressionné, c'est que leur voix est de plus en plus forte. À cause de l'Internet, à cause de l'endurcissement aussi d'État contre elle ici en France. Donc, c'est un vrai combat maintenant et il faut disséminer leur voix ou leurs écrits. Il y avait elle veut ajouter un truc. Même si c'est pas tout à fait à moi. Enfin, je me prétends pas répondre. Voilà, mais voilà, je suis que la traductrice, mais là, je voudrais quand même répondre à un aspect parce que, en tant que maman, parce que vous dites, voilà, la petite fille, elle a 10 ans et bientôt, ils vont lui expliquer que si elle aime Allah, il faut qu'elle porte le voile. Et ça, évidemment, d'un point de vue féministe, on se dit oui, mais c'est de la programmation, c'est du conditionnement, etc. C'est pas bien du tout. Moi, en tant que maman, je me rends compte que je décide des trucs pour ma fille. C'est pas sûr que ça lui convienne. Et j'en décide tous les jours. Et je la programme et je la conditionne mais de plein de manières. Et quand elle sera grande, quand elle aura l'âge de décider pour elle-même, elle décidera pour elle-même. Je suis d'accord, c'est d'ailleurs ce que son père m'a répondu. Mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a un petit peu de manipulation. Mais il y en a tout le temps de la manipulation. On n'arrête pas de manipuler nos gosses dans tous les sens. En fait, c'est ça. Mais en même temps, moi, je trouve ça, il reste que ces Égyptiens qui sont au Canada pour donner un meilleur avenir à leur enfant. Bon, elle aura le choix. Ben voilà. Mais Ça dépend dans quelle société elle vit. Oui, ça dépend. Ces enfants-là, Parce qu'en Indonésie, à 6 ans, elles ont tout. Oui, mais elle le vit au Québec, là. Oui, c'est ça. Puis, parce que je vais vous dire, moi, je vous écoute, puis je trouve que c'est le paradis de la femme musulmane. C'est le paradis de la femme musulmane.
Non, mais en France, le problème du foulard, ce n'est pas vraiment le foulard. Le problème, c'est que cette génération issue de l'immigration, qui est quand même la 6e génération, qui n'est toujours pas intégrée, qui n'est toujours pas acceptée par le système franco-français blanc, va délivrer certaines personnes, certains citoyens en France. Donc moi je pense que le problème est autre part, c'est plutôt le racisme. Et on ne veut pas que les Arabes musulmans, avant on ne disait pas Arabes musulmans, on disait les bougnoules. Les bougnoules, on ne veut pas qu'ils soient bien en France. Donc qu'est-ce qu'ils s'en prennent? Au foulard, et bien sûr maintenant à la barbe. Même si vous êtes juif ou chrétien. Donc il faut arrêter un peu ce délire de dire ta. Non, tout est une idéologie, tout repart de ça. Il y a toujours quelque chose. Alors, il y a la question de madame, après il y a monsieur, il y a vous, et après on s'arrêtera parce que ça fait 3 questions et il est déjà tard. En fait, la question est toute simple. C'est effectivement, étant donné que vous êtes américain, que vous avez vécu dans un modèle américain qui a facilement absorbé et intégré le modèle musulman, les immigrés musulmans, est-ce qu'à un moment donné, vous le suggérez dans votre livre? Est-ce qu'à un moment donné, dans votre livre, vous suggérez l'importation de ce modèle américain afin que tous ces problèmes d'intégration soient dissipés et autrement vécus en France, pour qu'il y ait une meilleure intégration, on va dire, ou résolution du problème avec guillemets, qu'il est vécu par la femme musulmane en France. Mais moi, est-ce qu'il y a un modèle précis dans votre livre? Non, il n'y a pas un modèle précis, mais ce que vous dites, c'est aussi pas exact, parce que moi, je pense que j'habite un pays où le racisme est évident, est structuré et profond. Et moi, je peux reconnaître le racisme quand je le vois. Et je pense que c'est pas une question de multiculturalisme heureuse, on vit ensemble, c'est une vie harmonieuse, etc. Il n'est pas prononcé, il n'y a pas des lois. Oh, il y en a pour les Noirs, pour les African Americans, pour mais c'est une question de, c'est pas une question de musulmane ou américaine dans l'Afrique, African Americans. C'est une question de racisme. Et comment diviser une population selon leur couleur, leur religion, leur ethnicité, leur race. Et donc, je crois que moi, j'étais plus capable de voir et de nommer le racisme, peut-être que beaucoup de Français, parce que c'était défendu ici jusqu'à récemment de parler de race. Quand j'ai écrit le livre, il y a un chapitre qui s'appelle « Le racisme » qui commence avec une anecdote. J'étais, à l'époque, en 67, j'ai fait mes recherches pour mon doctorat à Albi, sur les verriers de Carmont. Et Albi, c'était après la guerre algérienne, mais il y a pas mal de pieds noirs là-bas. Et il y avait un moment en 67 qu'il y avait des émeutes aux États-Unis. Et moi j'étais là, je suis arrivée au bureau d'état civil en disant, et il m'a dit, le chef de bureau, oh, il y a un racisme aux États-Unis incroyable. Et je lui ai dit, mais moi je suis ici jour après jour, et les Arabes entrent en disant, je veux enregistrer la naissance de mon fils, et vous prendre la main de ce type. Il part et vous lavez vos mains en disant, oh, on ne sait pas où ils étaient, etc. Oh, ils sont tous Mohamed. Ils ont rigolé après le départ. Et je lui ai dit, c'est pareil, ce qu'on dit aux États-Unis des Noirs, c'est ce que
vous avez dit ici des Arabes. Il m'a dit, oh, il y a une grande différence. Les Noirs aux États-Unis sont des chrétiens. Les Arabes, ici, sont des musulmans. Et donc, pour moi, c'était un moment incroyable. Parce que... Et donc, j'ai le deuxième chapitre, c'est sur le racisme. Quand j'ai écrit le livre, j'avais montré aux amis français, à gauche, qui m'a dit, on ne peut pas prendre le mot raciste en France maintenant. Parce que race, ça veut dire antisémitisme. Le racisme était fini avec la Deuxième Guerre mondiale. Donc, la race n'existe pas ici dans la manière que vous avez décrit dans le livre. Donc, je crois que ce n'est pas une question du point de vue de la structure de la société. La question de race est la question, on peut reconnaître ce racisme n'importe où. Et c'est mon expérience d'avoir étudié aux États-Unis et d'avoir, depuis les années 50, une grande discussion publique de la question de race, qu'il est possible de reconnaître la race ici et la race n'importe où, dans une manière scientifique, quoi, des sciences sociales. Et ce n'est pas une question particulière ou différente dans les pays différents. La question de racisme et des structures de racisme. Voilà. Deux petites questions. C'est une question pour l'historienne et pour la féministe, parce que ce livre, une dizaine d'années que je l'ai lu, mais c'est une description formidable des débats que nous avons eus en France sur cette question. Et une des caractéristiques de ces débats, c'est leur irrationalité, leur caractère totalement passionnel, etc. Mais moi, une des choses qui m'avait à l'époque stupéfié, et je ne trouve pas la réponse à la question que je vais te poser, c'est pourquoi, et compte tenu surtout des analyses que tu viens de faire, etc., pourquoi le mouvement féministe en France ne s'est pas massivement prononcé contre la prohibition? Parce que la plupart des féministes sont des républicains. Et ils ont acheté les idées de la République, d'égalité, etc. Et surtout de la licité. Ils ont lié la question de la licité inflexible, la licité dogmatique aux questions féministes, aux questions d'égalité des femmes. Mais je ne peux pas expliquer dans une manière différente. On peut prendre Caroline Forrest par exemple. Non, mais elle est vraie féministe. Elle se pense féministe, elle se prend pour féministe, et c'est comme féministe qu'elle insiste sur l'impossibilité d'accepter une expression religieuse qui n'est pas patriarcale, qui n'est pas dangereuse pour l'identité des femmes, quoi, des féministes. Une dernière question. Moi j'ai une question un peu plus généraliste, pas forcément que sur la question du voile, mais est-ce que justement cet ensemble d'interdictions qui sont faites en France, est-ce qu'elles ne sont pas un peu incohérentes avec les principes de la France, donc liberté, égalité, fraternité? Oui, bien sûr. Et c'est ça, dans le livre Voile et préjugés, il y a, je ne sais pas maintenant l'auteur, mais il y a un papier remarquable là-dessus en disant la question de liberté, égalité et surtout fraternité est en contradiction avec ces lois qui interdisent le voile et aussi des autres expressions religieuses des musulmans. Allez, une dernière si elle est courte. C'est la dernière, mais elle va exploser. Oh là là. Elle va tout exploser, je suis vraiment désolée, mais est-ce que c'est pas la question du voile en France traitée et
sociaux accumulés. Oui. J'aurais eu du mal à trouver un travail, j'aurais peut-être été assassinée dans la rue, je ne sais pas où. Je ne serais pas dealeuse de drogue, c'est vrai, mais on accumule en fait les stigmates. Est-ce que la question en fait du voile et en général du racisme n'est pas traitée de façon coloniale? Traité d'une façon coloniale, oui. C'est une continuité avec... Comment en fait, à quel moment il y aurait une rupture en fait de cette colonialité qui, on sait que dans l'histoire, on le voit mais c'est apparent. Il y a eu les indépendances, mais en fait on ne sent pas qu'il y a eu les indépendances en fait parce qu'il y a une continuité de la politique coloniale encore en France, que partout en fait, que ce soit géographiquement, que ce soit socialement, que ce soit culturellement, que ce soit politiquement, parce que à l'échelle, par exemple à l'Assemblée nationale, on ne voit pas en fait la diversité, on la voit pas assez, que ce soit dans les institutions, dans les entreprises, au sein du CAC 40, pas de noirs. Non, c'est vrai. Voilà, en fait la question en fait qu'il faut poser, c'est pas est-ce qu'il faut légiférer sur le voile, mais comment on fait pour réformer la politique française et aller vers une modernité, voire une post-modernité, pour vraiment rompre avec le colonialisme, le néocolonialisme et le néolibéralisme. Et ça c'est la question avec qui on peut finir cette soirée. C'est la question qu'il faut nous poser. Nous poser, oui, c'est la question qu'il faut nous poser en trouvant les réponses. Mais c'est pas facile. Et je crois que chaque critique qui sortit est très important, d'avoir, parce que les critiques ouvrent la possibilité de penser ailleurs, de penser autrement. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.